Oui, bonjour. Mon nom est Hélène Maheu et je vais vous présenter la région crânio-vertébrale, surtout une révision au niveau de l'anatomie et de la biomécanique. J'aimerais souligner la contribution de Carol Kennedy de Vancouver, qui a bien voulu me passer certaines diapos qu'elle avait déjà dans sa présentation en anglais. La région crânio-vertébrale est vraiment une partie du rachis cervical, alors qui est souvent divisée en deux portions, cette partie crânio-vertébrale et cervicale moyen. Alors, ça comprend l'occiput, l'atlas, l'axis. Alors, en termes d'articulation, c'est l'occiput, entre l'occiput et l'atlas, entre l'atlas et l'axis. Et on doit aussi considérer C2, C3, qui est un petit peu une région un peu transitoire entre la crânio-vertébrale et le cervical moyen. Et on doit évaluer cette région-là à chaque fois qu'on évalue la région crânio-vertébrale. Au niveau de l'ostéologie et de l'arthrologie, c'est très unique ici. On a deux articulations ou deux vertèbres qui sont totalement différentes du restant du rachis cervical et c'est pour ça que la dynamique à ce niveau-ci, la biomécanique, est différente. Alors, si on regarde l'arthrologie entre l'occiput et l'atlas, on retrouve les condyles de l'occiput qui sont des surfaces convexes dans toutes les directions, alors qui sont des surfaces mâles sur des masses latérales sont situées sur le dessus de C1 qui sont des surfaces concaves. Alors, on voit bien ici l'occiput qui sont des condyles convexes et les pseudo qui sont dirigés en inférolatéral. Si on regarde la partie supérieure de C1, on retrouve des surfaces concaves, des surfaces articulaires qui sont orientées vers l'avant et le centre. Ils sont en forme de soucoupe et sont dirigés en supéromédial. Alors, l'architecture des surfaces articulaires va dicter les mouvements qu'on va retrouver ici. Si on regarde la partie inférieure de l'atlas qui s'articule avec l'axis, l'os a une surface plutôt plane, mais qui est modifiée par le cartilage articulaire de sorte qu'elle devient convexe pour C1, C2. On parle souvent de nos articulations C1, C2 comme étant biconvexes, mais ce n'est pas l'os qui donne cette convexité, mais plutôt le cartilage articulaire. Au niveau de l'arthrologie, au niveau entre l'atlas et l'axis, on voit très bien ici la forme des surfaces articulaires inférieures de C1 et ainsi la partie supérieure de C2 qui sont vraiment presque biconcaves, comme on peut voir, surtout pour C1. Et c'est vraiment encore là le cartilage qui va lui donner sa forme plus biconvexe. Alors, quand on regarde l'axis du côté supérieur, ce sont des surfaces planes, mais modifiées encore là par le cartilage qui devient convexe pour C1, C2. On a aussi, dans cette vue supérieure, on voit très bien la dent qui est en plein centre de l'axis et qui va aussi avoir des articulations en antérieur et en postérieur, des articulations qu'on appelle des articulations médianes. Alors ici, on a les surfaces supérieures de ces deux. On dit qu'à l'âge moyen, ils deviennent biconvexes dans un plan antéro-postérieur. On dit que la région centrale du cartilage devient plus proéminente. Les surfaces sont plus planes, de médial à latéral, et en pente, en inférolatéral, le long de l'inclinaison de l'axis. Les articulations latérales, quand on les regarde, encore là ici, sur une photo comme ça, on peut bien voir que l'os est relativement plane, mais c'est encore le cartilage qui lui donne sa convexité. Alors, on parle de surface biconvexe. Ici, on peut voir une articulation, l'articulation gauche de C1, C2, parce qu'il y a des changements arthritiques qui sont quand même assez importants. Alors, on peut voir dans un cas comme ça, où on a quand même une articulation relativement normale à droite, que ça va changer la dynamique du mouvement quand on a beaucoup d'arthrose d'un côté.
Alors ici, au lieu d'avoir un mouvement qui se fait le long d'un certain axe, le fait que les changements arthritiques amènent beaucoup de changements au niveau des tissus mous et en plus de cette formation, l'hyper-exostose qu'on retrouve au niveau de cette articulation-là, plus de formation d'os, ça va rigidifier cette articulation-là. Ce qui fait que l'axe de mouvement va se déplacer vers l'articulation qui est plus arthritique et qui est plus prise, qui bouge moins bien. Et là, à ce moment-là, souvent, on va voir dans un cas comme celui-là que l'articulation à droite va commencer à compenser, peut devenir hypermobile et même parfois instable. Quand on regarde l'anneau ostéoligamentaire, là, c'est vraiment, ça va venir former ce qu'on appelle l'articulation médiane. Cette articulation médiane a une partie antérieure et une partie postérieure. Alors, en antérieur, on va retrouver l'arc antérieur de l'atlas et une articulation avec la dent. Et en postérieur, ce sera entre la dent et le ligament transverse. Alors, deux articulations synoviales qui peuvent communiquer aussi avec l'articulation entre l'occiput et l'atlas. Alors ici, vu qu'on a des surfaces et on a des articulations synoviales, il va y avoir du jeu qui va se faire entre le devant de l'atlas et aussi par rapport à la dent, ainsi que la dent par rapport au ligament transverse, qui est aussi une petite partie cartilagineuse dans le ligament qui est justement en contact pour faire un glissement en postérieur de la dent. Au niveau des articulations entre l'occiput de l'atlas, la capsule articulaire, elle est épaisse en antérieur et en latéral, mais elle est mince et déficiente en médial. Elle peut aussi communiquer avec l'articulation médiane entre l'atlas et l'axis. On dit que la capsule est supportée par les ligaments transverses, alaires, accessoires et la membrane tectoriale. Elle est richement innervée, puis elle transmet des inputs au système vestibulaire et aux nerfs trijumeaux. Pour ce qui est de l'articulation entre l'atlas et l'axis, la capsule ici est relativement mince et lâche en médial et peut aussi communiquer avec la capsule de l'articulation entre l'occiput et l'atlas. Elle est lâche en latéral pour permettre une plus grande rotation. Elle est renforcée en médial par le ligament accessoire entre l'atlas et l'axis. Et encore une fois, elle est richement innervée et elle transmet des inputs dans les systèmes vestibulaires et le trijumeau. Alors, on peut voir dans l'ensemble que les capsules ici permettent quand même beaucoup de jeu dans cette région-ci. Et surtout ici à C1, C2, à cause du presque 50% de la rotation au niveau du cou se passe à cette articulation. Alors ici, on voit bien encore les capsules qui sont démontrées comme étant relativement grosses, mais relativement lâches et qui permettent beaucoup de jeu. Les structures méniscoïdes ont été retrouvées partout au niveau du rachis cervical. Elles ont été étudiées surtout par Susan Mercer et Nick Bogduck d'Australie. Alors, au niveau de l'occiput C1, ils ont décrit trois types de structures méniscoïdes, alors des paquets ou des coussins adipeux qui sont fréquents sur la partie non articulaire des articulations. Elles peuvent être aussi traumatisées par compression. Il y a aussi à la périphérie des barres capsulaires qui se prolongent légèrement dans l'articulation, mais qui ne couvrent pas complètement la surface articulaire. Et on retrouve aussi des méniscoïdes qui sont fibro-adipeux. Au niveau des articulations entre l'atlas et l'axis, les structures les plus fréquentes qui ont été retrouvées, ce sont des méniscoïdes fibro-adipeux. Ils ont des formes triangulaires. Les barres périphériques sont fermement attachées à la capsule. Elles se prolongent dans l'articulation, elles peuvent encore une fois être traumatisées, surtout par compression, et elles remplissent l'espace latéral formé par les surfaces articulaires biconvexes. Alors tout ça pour aider la stabilité au niveau de ces articulations. On dit que les structures méniscoïdes ici aux articulations entre l'atlas et l'axis, on les retrouve dans 80 à 85% de ces articulations-là. Ils sont plus petits chez les adultes que chez les enfants et les replis antérieurs semblent être plus larges que les postérieurs. Alors, on voit ici une étude faite par You. Chez les enfants, on peut voir les pointes blanches qu'on voit. Alors, c'est une structure méniscoïde qui sont quand même assez longues, assez minces, qui pénètrent dans l'articulation, mais qui ne couvrent jamais complètement la surface articulaire. Et du côté droit, chez l'adulte, on voit que ces structures-là sont beaucoup plus courtes. Elles rentrent moins dans l'articulation, mais elles sont beaucoup plus épaisses.
Tang et ses collègues ont décrit une autre classification des structures méniscoïdes au niveau cervical. Ils parlent de tissus adipeux, de tissus fibro-adipeux ou de tissus fibreux. Dans leurs études, ils ont trouvé qu'ils étaient présents dans 55% des adultes et dans 98% des enfants. Maintenant, si on regarde le système ligamentaire, il est encore une fois très unique dans la région crânio-vertébrale qui est très dépendante de la stabilité de ces ligaments. Alors, ce qu'on retrouve en antérieur le long de tout le rachis cervical et qui se continue jusqu'à l'occiput, c'est le ligament longitudinal antérieur. Derrière ce ligament-là, on va retrouver la membrane entre l'atlas et l'occiput, et ensuite, il y a aussi un ligament qui porte le même nom. Ensuite, on va voir un petit ligament apical qui est juste sur le dessus de la dent, vraiment sur la partie la plus haute, la plus crâniale, et qui se dirige vers l'occiput. On retrouve en avant, on voit là, les lignes bleues qui sont vraiment les articulations. Alors, l'articulation médiane entre l'atlas et la dent et aussi l'articulation postérieure qu'on revoit derrière la dent. On retrouve derrière la dent le gros ligament transverse avec des petites parties qui montent vers le haut et vers le bas qui font partie du fameux ligament cruciforme. Derrière ça, on va retrouver la membrane tectoriale qui, elle, part de ces deux et va à l'occiput et qui se continue en inférieur comme le ligament et devient le ligament longitudinal postérieur. On retrouve aussi une membrane entre l'atlas et l'occiput en postérieur et cette membrane-là, quand on regarde plus bas à partir de C1, C2 en descendant, devient le ligament jaune. Et ensuite, on va avoir les ligaments interépineux à partir de C2 en descendant entre les épineuses. Maintenant, si on regarde le système ligamentaire, surtout particulièrement pour la région crânio-vertébrale, on voit en antérieur une membrane antérieure entre l'occiput et l'atlas. Et ensuite, on voit encore le ligament apical qui est sur le dessus de la dent. Et derrière la dent, le ligament transverse, ainsi que la membrane tectoriale qui est juste derrière. Ce qu'on voit sur les côtés, c'est les parties du ligament alaire. Alors, on a deux grosses portions du ligament alaire qui se dirigent vers l'occiput. C'est les parties du ligament dont on parle le plus souvent. Mais il ne faut pas oublier que le ligament alaire a aussi des petites parties qui sont en antérieur et qui vont et s'attachent vers l'atlas. Si on regarde la membrane atlanto-occipitale antérieure, elle se situe sous le ligament latéral antérieur. Elle se confond latéralement avec les capsules de C0, C1 et elle est de la face inférieure de l'os occipital à la partie antérieure de l'arc antérieur de l'atlas. Ses fonctions, c'est surtout des fonctions au niveau de la stabilité verticale et elle va aussi résister l'extension. Alors, pour ce qui est du ligament apical de la dent, qu'on voit avec la flèche rouge, c'est un ligament suspensatoire. C'est un ligament mince qui s'attache de la dent de l'axis au bord antérieur du foramen magnum. Sa fonction est inconnue. Parfois, il est absent. Il n'est pas nécessairement en tension avec la traction. Et on parle même possiblement des restants rudimentaires de la notocorde. Les ligaments alaires, chaque ligament alaire provient de chaque côté de la partie supérieure de la dent de l'axis, passe de façon oblique vers le haut et le côté pour s'insérer dans les dépressions rugueuses à la face interne des condyles de l'os occipital. Sa portion antérieure envoie d'étroits faisceaux aux murs médiaux de l'atlas. Alors, on retrouve quand même une petite partie qui est en antérieur qu'on voit ici en rose. L'orientation des fibres dépend de la hauteur de la dent de l'axis par rapport au niveau des condyles. On a trouvé qu'ils étaient plus souvent dirigés en crânial ou à l'horizontale, selon Dvorak, qui est un des auteurs qui les a le plus étudiés. Quand on regarde l'anatomie des ligaments alaires, en moyenne, ils sont de 11, on parle de la portion occipitale, 11 mm de long, 3 par 2 par 6 mm de diamètre. Les fibres sont surtout faites de collagène avec quelques fibres d'élastine dans la couche périphérique. Son point de rupture, c'est 200 newtons, contrairement au ligament croisé antérieur qui, lui, peut se rompre à 800 ou à 900 newtons.
La portion occipitale des ligaments alaires a été décrite comme ayant différentes directions. Alors, les trois directions possibles, comme on voit en A, c'est une direction qui est un petit peu caudale. On peut avoir une direction comme en B qui est plus horizontale ou en C légèrement crâniale. Alors, les ligaments, quand on ne sait pas sur notre patient quelle est la direction, et c'est pour ça que lorsqu'on va faire nos tests de stabilité, on va commencer en neutre. Si en neutre, c'est stable, on n'a pas besoin de faire plus de tests. On sait que le ligament alaire qu'on teste est stable. Par contre, s'il y en a un peu de jeu en neutre, on doit répéter en flexion et en extension parce qu'encore là, le patient pourra avoir des ligaments alaires qui ont des directions différentes, qui ne sont pas nécessairement horizontales ou crâniales. Et l'important, c'est qu'il soit stable au moins dans une position. Lorsque on a du jeu dans les trois positions, c'est là qu'on peut conclure qu'il y a une laxité au niveau de ces ligaments-là. La fonction des ligaments alaires est de stabiliser les articulations C1 sur C2, limiter la rotation axiale et la flexion latérale contralatérale et limiter le cisaillement antérieur de C1. Lorsqu'on fait une inclinaison latérale de la tête, la portion occipitale du ligament alaire gauche est mise en tension. Cette tension du ligament va induire une rotation droite de l'axis, c'est-à-dire que le processus épineux de l'axis va se déplacer vers la gauche, ce qui va provoquer une rotation gauche relative de C1 sur C2. Alors, on voit que la flexion latérale, ici en crânio-vertébral, va avec une rotation qui est opposée. Maintenant, s'il y a une lésion du ligament alaire d'un côté, on peut avoir une augmentation totale de 30% de la rotation vers le côté opposé. Et souvent, c'est divisé également entre C0, C1 et C1, C2. Maintenant, le ligament transverse qui relie les masses latérales de C1 et qui passe derrière la dent de l'axis, c'est le ligament le plus fort, le plus large, le plus épais des ligaments en crânio-vertébral. Maintenant, il y a des bandes, des faisceaux supérieurs et inférieurs qui proviennent de la surface médiane du ligament transverse et qui vont s'insérer sur la partie basilaire de l'os occipital ainsi que le corps postérieur de l'axis. Si on regarde toute la forme du ligament transverse avec ces deux faisceaux-là, ça fait comme une croix, de là son nom, ligament cruciforme. Le ligament transverse, sa portion centrale du ligament mesure 1 cm ou 10 mm de haut et 2 mm d'épaisseur. Cette portion est couverte d'une mince couche de cartilage qui va permettre à la dent de glisser, ou dans le fond, le ligament transverse de glisser sur la dent. Et ce ligament-là est connu de se rompre à 350 newtons, alors il est plus fort que les ligaments alaires. Le site principal de rupture se situe entre l'os et le cartilage. Si on regarde maintenant les fonctions du ligament transverse, il va protéger la moelle de la pression de la dent. Il va empêcher la translation antérieure de l'atlas sur l'axis, qui est exactement ce qu'on fait avec notre test de stabilité. On teste cette translation-là. S'il est intact, l'atlas va glisser en postérieur sur l'axis durant la flexion. Ça va limiter la flexion. Lors d'un trauma en flexion, on peut avoir une déchirure possible des fibres moyennes supérieures à l'interface entre l'os et le cartilage. Et principalement responsable aussi de l'intégrité de l'articulation entre l'atlas et l'axis. Maintenant, ce qu'on appelle l'atlantodental interval, c'est vraiment l'intervalle ou l'espace qu'on retrouve entre l'arc antérieur de C1 et la dent. On dit que c'est moins de 3 mm chez les adultes et qu'il ne devrait y avoir aucun changement dans cette distance-là en flexion et en extension. Ça devrait être moins de 4 mm chez les enfants et il y a une légère augmentation qui peut se produire en flexion chez les enfants. Si l'espace est plus de 3 mm, c'est un signe d'instabilité et très souvent la radiographie en flexion et extension est indiquée. Ici, on a une radiographie qui démontre l'espace atlantodental, alors l'atlantodental interval, et on voit en neutre et on voit en extension, et encore là, ça devrait être exactement la même chose. Si un trauma en extension, on dit qu'habituellement, il va y avoir des fractures, comme on peut voir ici, une fracture de C1, une fracture de C2, avant même que le ligament se rompe.
La membrane tectoriale, c'est la prolongation du ligament longitudinal postérieur et qui va de C2 jusqu'à l'occiput. Alors, ça s'attache à la base de la dent de l'axis et à la partie basilaire de l'os occipital, sur tout le long de la moitié antérieure des bords du foramen magnum. À l'intérieur du foramen magnum, les fibres s'entremêlent avec la dure mère. Si on regarde les fonctions de la membrane, elle va limiter la flexion des articulations OA et AA, va limiter la distraction du complexe d'occiput C1, C1, C2 et va limiter la rotation entre l'occiput et l'atlas. Maintenant, la membrane atlanto-occipitale postérieure, elle devient le ligament jaune à partir de C1, C2 en descendant. Elle se fond latéralement aux capsules des articulations facétaires, les articulations latérales. Elle est percée par l'artère vertébrale et la racine nerveuse de C1, qui est un nerf strictement moteur et qui va innerver les muscles suboccipitaux. Et sa fonction, c'est vraiment la stabilité verticale et limiter la flexion. Alors encore là, lorsqu'on fait nos tests de stabilité, on va aller faire une distraction pour voir si justement ça provoque des symptômes. Ensuite, on a le ligament nucal, qui est une membrane fibroélastique en cervicale. Elle est semblable au ligament supraépineux et interépineux qu'on retrouve ailleurs dans le rachis. Et la partie superficielle s'étend de la protubérance externe et la crête occipitale externe jusqu'à l'épine de C7, de la vertèbre de C7. Ses fonctions, fournir une attache musculaire, il est mis en tension par la flexion et va maintenir l'extension axiale de la colonne cervicale et prévenir le cisaillement antérieur en cervical moyen. Toujours quand on est dans une bonne posture, c'est là qu'il va être fonctionnel. Maintenant, si on regarde cette région-ci, la région crânio-vertébrale, on veut l'évaluer d'un point de vue radiologique, on doit faire une prise avec la bouche ouverte. Et là, avec la bouche ouverte, on peut bien apercevoir la dent. On peut aussi voir les deux petites épaules descendantes des facettes articulaires de C2 en supérieur. Et on peut voir aussi les articulations inférieures de C1. Maintenant, on peut avoir une hypoplasie de la dent et une condition qui s'appelle os odontoidium. Et c'est vraiment comme on voit sur la photo de droite, où est-ce qu'il n'y a pas une formation complète de la dent. C'est souvent une non-union qu'on a au niveau de la dent. Alors, elle va être en deux parties, ce qui va rendre plus à risque, comme on voit sur la photo de gauche, à avoir une instabilité antérieure de C1 sur C2. Un des types d'os odontoidium, c'est un dystopic dens. Et là, c'est vraiment une dent qui est encore là où est-ce qu'il y a une non-union et en même temps, dystopic veut dire qu'elle est déplacée. Encore dans un cas d'os odontoidium, on voit en neutre, ça a l'air relativement bien et lorsque la personne fait une flexion, et c'est pour ça très souvent, ça va être des déplacements qu'on va pouvoir évaluer avec l'espace, l'atlanto-dental interval, aussi entre C1 et C2. Alors ici, on voit sur la photo de droite que C1 a glissé légèrement en antérieur et on voit un gros écartement entre l'arc postérieur de C1 et l'épineuse de C2. Maintenant, Dreyfus a étudié les références de douleur de ces articulations-là et c'est les dessins que lui a fait dans son article de 94 où il parle vraiment que ce qui est référé de l'articulation entre l'occiput et l'atlas sont des douleurs qui sont plus en postérieur et qui peuvent monter en postérieur de l'occiput vers la tempe. Et pour C1, C2, ça se situe beaucoup plus autour de la région de l'occiput. Maintenant, on a tous des patients qui ont des symptômes qui viennent de ces articulations-là et on sait qu'il y a vraiment beaucoup plus de présentations que ce qu'on voit ici. On voit beaucoup de références de douleurs, surtout d'occiput C1 qui va venir vraiment dans la région de la tempe, du front, qui peut venir dans la tête aussi. Tout ce qui est C1, C2, il y a beaucoup de symptômes qui vont souvent au niveau des yeux, au niveau des paupières, tout ce qui peut être rétro-orbital. Des fois, ça passe au travers. Alors, il y a plusieurs présentations. Ça, c'en est que certaines. Par exemple, dans un article de Gwen Joll en 86, elle avait noté justement dans la photo de gauche les régions de symptômes que les gens avaient avec un problème qui se situe beaucoup plus, une dysfonction articulaire entre l'occiput et l'atlas. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de présentations qui étaient dans la région de l'occiput, mais qui pouvaient référer au niveau du visage et de la tête.
Dans la photo de droite, c'était plus des gens qui avaient des dysfonctions à C1, C2, encore une douleur qui se situait en cervicale supérieure et encore là qui référait beaucoup plus. On voit surtout là, les douleurs qui passent par-dessus la tête, qui s'en vont vers le front ou qui s'en vont vers l'œil. Sur cette photo, on voit l'innervation du visage qui est par le nerf crânien 5, le trijumeau, et on voit ces trois branches, dont la branche ophtalmique en supérieur, maxillaire et mandibulaire. Maintenant, la région crânio-vertébrale, les structures innervées par C1, C2, C3 semblent beaucoup plus référées dans la région ophtalmique, c'est la région supérieure du nerf du trijumeau. Le rameau postérieur de C2 sort entre l'arc postérieur de C1 et la lame de C2 et contribue aux grands et aux petits nerfs occipitaux. Alors, ce sont encore là des branches nerveuses qui peuvent référer des douleurs dans la tête et qui peuvent provenir justement des tissus articulaires en crânio vertébral. Maintenant, pour les rameaux des racines ventrales de C1 à C4, ils vont former un plexus qui s'appelle le plexus cervical supérieur et qui va fournir différents nerfs, dont le grand nerf auriculaire, on a le petit nerf occipital et les nerfs transverses au niveau du cou. Ce qu'on peut observer aussi, c'est ce qu'on appelle l'anse cervicale. Quand on voit encore là C1, C2, C3 qui viennent former leur plexus et ça fait comme une anse qui descend et on peut voir qu'il est vraiment en bordure du nerf hypoglosse. Alors, cette anse cervicale va souvent donner justement, lorsqu'il y a un lien justement entre le rameau de ces deux et le nerf hypoglosse qui peut donner des symptômes au niveau de la langue. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le neck tongue syndrome qui a été décrit entre autres par Bugduck. Et alors, c'est un syndrome cou-langue et c'est là qu'on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui pourrait avoir un traumatisme au niveau du cou, par exemple, des gens qui vont plonger dans une vague et ils vont se ramasser la tête dans le sable. Alors, ils ont comme une espèce de traumatisme en extension. Ça m'est arrivé de voir quelques patients comme ça qui automatiquement, ils ont eu tous des engourdissements d'un côté de la langue et c'était vraiment une subluxation de C1 sur C2 qui a créé ça. Alors, le fameux noyau trigémino-cervical, qui est vraiment la convergence des afférences des racines de C1 jusqu'à C3 avec le cinquième nerf crânien. La substance gélatineuse de la moelle épinière est continue avec le faisceau spinal du trijumeau. Et ce faisceau spinal-là, il peut descendre jusqu'à, très souvent, il est au moins jusqu'à C3. Certains auteurs vont parler qu'ils vont descendre jusqu'à C4. Et à ce moment-là, on peut avoir plein d'inputs, des afférences qui viennent des tissus innervés par C1, C2, C3 qui vont rentrer au niveau de la moelle, vont faire cette convergence. Et là, à ce moment-là, dans ce noyau sensitif, et là, à ce moment-là, le cerveau peut interpréter que la personne a des symptômes dans le visage ou à la tête qui proviennent de structures dans la région crânio-vertébrale. Alors, on a une augmentation d'afférence nociceptive des articulations crânio-vertébrales qui peuvent faciliter les afférences du visage et du crâne. Maintenant, si on pense aux muscles dans cette région-ci, on est surtout intéressé dans les muscles profonds, alors les muscles qui sont plus courts en crânio vertébral. Alors, les muscles courts extenseurs, qui sont les suboccipitaux, et les muscles courts fléchisseurs. Leur fonction, parce qu'ils sont très petits, ils ont vraiment plus une fonction au niveau du contrôle postural de la tête, le contrôle de certains mouvements, surtout les mouvements plus fins de la tête, et encore là, donnent beaucoup d'input au système vestibulaire et trigéminal. Les muscles suboccipitaux, alors toutes les rectus, alors capitis posterior minor, major, alors que c'est les petits droits et les grands droits, ainsi que les obliques supérieurs et inférieurs. Pour ce qui est des muscles antérieurs profonds, on retrouve le rectus capitis anterior, qui est le petit droit antérieur de la tête, le rectus capitis lateralis, qui est le petit droit latéral, le long de la tête, le rectus capitis, et le long du cou, qui est le longus coeli. Les muscles profonds en crânio vertébral ont un grand pourcentage de fibres afférentes, plus de 80%, versus la plupart des muscles striés qui en ont 50%. Ils sont faits de fuseaux neuromusculaires de haute densité, des organes neurotendineux de Golgi.
Les muscles, ce sont des muscles qui ont tendance à s'affaiblir et à perdre de l'endurance. Chez les sujets sains, on a noté une grande variation de force et d'endurance de ces muscles. Il y a souvent des différences entre le côté droit et le côté gauche. Il n'y a aucune différence liée à l'âge, sauf peut-être chez les groupes les plus âgés. Et les muscles antérieurs se fatiguent plus rapidement que les muscles postérieurs, et les muscles postérieurs du cou sont plus résistants à la fatigue que les muscles des membres. Les études ont démontré que chez la population présentant des céphalées, il y a souvent une diminution de force isométrique des fléchisseurs en crânio-vertébral et une diminution de l'endurance. Chez la population présentant des cervicalgies mécaniques, les muscles antérieurs du cou sont significativement plus faibles que chez les groupes contrôle. Chez la population souffrant d'arthrose, la différence de force est souvent minime. Les courbes de fatigue sont plus prononcées dans les groupes musculaires antérieurs et postérieurs comparativement aux sujets sains. Nous allons maintenant aborder la biomécanique en crânio-vertébral. Ici, on a un petit rappel de l'articulation entre occiput C1 ou l'articulation OA, occipito-atlantoïdienne, ou même AO, atlanto-occipitale. Alors, il y a différentes appellations ici. Alors, un petit rappel anatomique, on a les surfaces convexes de l'occiput qui vont s'articuler avec les masses latérales qui sont concaves sur l'atlas. L'articulation entre l'occiput et l'atlas, parfois appelée occipito-atlantoïdienne ou atlanto-occipitale, c'est une articulation qui est une bicondylienne, qui est composée, et c'est aussi une ovoïde modifiée. Elle a 2 degrés de liberté, dont la flexion et l'extension, et la flexion latérale associée à une rotation conjointe qui est contralatérale. Au niveau de l'ostéocinématique, la flexion est un balancement cardinal ou un balancement pur. C'est l'inclinaison de la tête vers l'avant et l'axe de mouvement est transverse au travers du méa acoustique. On ne retrouve plus de mouvement à cette articulation-là, ici, entre l'occiput et l'atlas, qu'entre l'atlas et l'axis pour les mouvements de flexion-extension. Selon Panjabi, il parle d'une amplitude totale qui pourrait être près de 30 degrés, dont 10 degrés de flexion et 20 degrés d'extension. Au niveau de l'arthrocinématique, on va retrouver un glissement postérieur des condyles occipitaux qui sont mâles sur les facettes ou sur les masses latérales qui sont femelles de l'atlas et un roulement antérieur. Alors ici, on a le roulement et le glissement qui sont opposés. L'atlas se déplace vers l'avant et en direction crânienne. La dent de l'axis suit l'atlas et s'approche du clivus. L'os occipital et l'arc postérieur de l'atlas vont se séparer. Ici, on a un schéma qui vient de Kapanji, où est-ce qu'on voit la flexion, alors le mouvement de roulement antérieur de la tête et de l'occiput vers l'avant, qui est associé à un glissement postérieur, encore là, de l'occiput par rapport à C1. On voit aussi l'écartement qui va se produire entre l'occiput et l'arc postérieur de C1. Les muscles qui produisent la flexion sont le long de la tête, le droit antérieur de la tête. Les facteurs qui vont limiter la flexion, il peut y avoir un contact du bord antérieur du foramen magnum avec la dent de l'axis. Il y a les membranes entre l'atlas et l'occiput en postérieur ainsi que les capsules, peut être un facteur limitant, la membrane tectoriale et les muscles suboccipitaux. Au niveau de l'extension, qui est une inclinaison postérieure de la tête quand on parle de l'ostéocinématique, on voit encore qu'on a ici 20 degrés d'extension, alors on a plus d'extension que de flexion entre l'occiput et l'atlas. Au niveau de l'arthrocinématique, on va retrouver un glissement antérieur des condyles occipitaux mâles sur les masses latérales femelles de l'atlas, ainsi qu'un roulement postérieur. C'est associé à une translation antérieure de l'occiput et cette translation, comme on peut voir selon les différents auteurs, est très variable. Ça peut aller de 1,5 mm à 10 mm.
Encore une photo qui vient du livre de Kapanji. Alors, lors de l'extension, où on retrouve un roulement de la tête vers l'arrière ainsi de l'occiput, on va avoir un glissement antérieur de l'occiput qui se fait sur l'atlas. Alors, cette fois-ci, on va avoir un rapprochement qui va se faire de l'occiput par rapport à l'arc postérieur de C1. Les muscles qui produisent l'extension sont entre autres le petit droit postérieur de la tête, les obliques supérieurs, le splinis, le semi-épineux de la tête, et tous vont travailler bilatéralement. On retrouve aussi le sternoclédomastoïdien avec son attache au niveau de la mastoïde qui peut créer une extension en crânio-vertébrale. Les facteurs qui peuvent limiter l'extension, on va avoir nos capsules antérolatérales et la membrane entre l'atlas et l'occiput en antérieur. Intéressant à noter que lors de la flexion et l'extension de la tête, on va retrouver plus d'extension à l'articulation entre l'occiput et l'atlas lors de la flexion de la tête que lors de l'extension. Il semble que lorsqu'on fait une flexion, le menton sort plus, crée plus comme une extension, et quand on va vers l'extension de la tête, il semble y avoir un petit mouvement qui va un peu plus proche de la flexion en crânio-vertébrale. L'autre degré de liberté, la flexion latérale qu'on retrouve ici, l'axe de la flexion latérale, c'est un axe qui est oblique, sagittal, approximativement au travers le nez. C'est un balancement arqué, alors c'est un balancement qui est impur parce qu'on a toujours une rotation contralatérale qui est conjointe. On parle d'une amplitude d'environ une quinzaine de degrés, c'est-à-dire 8 à 10 degrés dans une direction. C'est associé à la rotation de l'articulation aussi AC1-C2. Alors, lorsqu'on fait une flexion latérale droite, on va avoir une rotation gauche qui va se faire entre l'occiput et l'atlas et la même rotation gauche entre l'atlas et l'axis. Lors de l'arthrose cinématique en flexion latérale gauche entre l'occiput et l'atlas, on va retrouver un glissement vers la droite des condyles occipitaux. C'est une translation latérale contralatérale qui est très petite, d'environ 2 mm. À cause de l'axe antéromédial des surfaces articulaires, il se produit aussi une rotation associée vers la droite. Alors, lors de la flexion latérale gauche, on va retrouver un glissement antérieur du condyle gauche et on va retrouver un glissement postérieur du condyle à droite. Sur cette photo, on peut voir que lors de la flexion latérale gauche, on va avoir un léger glissement de l'occiput sur C1 vers la droite. Cette flexion latérale gauche va mettre en tension la portion occipitale du ligament alaire à droite et cette tension du ligament va tirer sur la dent de l'axis et va forcer une rotation gauche de l'axis. Alors, on peut voir que le processus épineux de ces deux va se déplacer vers la droite, donc va induire une rotation, on va avoir une rotation gauche de ces deux qui va se produire. Et cette rotation gauche va produire une rotation droite relative au niveau de C1, C2. Les muscles qui produisent la flexion latérale à l'occiput C1 sont le grand droit postérieur de la tête, le supérieur oblique et le sternoclédomastoïdien. Les facteurs qui peuvent limiter la flexion latérale ici sont encore les ligaments alaires, alors la portion occipitale contralatérale, mais aussi sa portion qui va à l'atlas du même côté. On a aussi les capsules articulaires qui peuvent limiter le mouvement. La rotation conjointe qui se produit entre l'occiput et l'atlas est d'environ 5 à 7 degrés dans une direction. C'est un mouvement contralatéral associé à la flexion latérale. Elle est causée par l'orientation antéromédiale des surfaces articulaires de C1 et la tension des ligaments alaires. L'axe est vertical, antérieur au foramen magnum. C'est limité par le ligament alaire contralatéral, la capsule ainsi que la membrane tectoriale. Sur cette photo, où on a encore une flexion latérale gauche qui se fait de l'occiput sur C1, on voit que lors de la flexion latérale gauche, on va avoir une rotation droite qui va être associée. Alors, lors de la flexion latérale gauche, on va noter à gauche qu'il va y avoir un glissement antérieur au niveau du condyle sur la masse latérale
et à droite, il va y avoir un glissement postérieur. Alors, ce petit glissement antérieur et l'autre postérieur induit cette rotation associée encore entre l'occiput et l'atlas qui est vraiment reliée à l'architecture des articulations. Maintenant, lorsqu'on a une rotation conjointe qui se produit entre l'occiput C1, il y a la même rotation, alors une rotation qui est congruente, qui est associée à l'articulation entre C1 et C2. Et cette rotation-là est causée par la tension des ligaments alaires qui tirent sur la dent et elle sera encore contralatérale à la flexion latérale. Alors ici, on peut voir un exemple avec la flexion latérale droite. On va avoir un petit glissement de l'occiput qui va se faire vers la gauche. Encore une tension qu'on peut voir au niveau de la bande bleue à gauche, qui est le ligament alaire gauche dans sa portion occipitale qui met en tension. Alors ça va créer une rotation droite de C2 et à ce moment-là, une rotation relative de C1 vers la gauche, qui est la rotation conjointe associée à la flexion latérale droite. Maintenant, pour l'articulation entre l'atlas et l'axis, on parle d'une articulation qui est biconvexe, selon Capenghi, et on retrouve 2 degrés de liberté ici. Alors encore la flexion-extension, et on va retrouver surtout la rotation qui, encore une fois, est associée à l'inclinaison latérale. Pour ce qui est de la flexion et de l'extension entre l'atlas et l'axis, on parle beaucoup plus de 10 à 15 degrés. On sait que globalement, on a moins de mouvement en flexion-extension entre l'atlas et l'axis qu'on en a entre l'occiput et l'atlas. L'axe est transverse au travers de l'anneau ostéoligamentaire. On a aussi noté que l'amplitude articulaire de flexion-extension peut varier selon l'obliquité de la dent. Alors, on peut voir sur la photo de droite que la dent est un petit peu plus inclinée et on voit aussi que l'amplitude de mouvement peut être un peu plus grande. Dans le mouvement de flexion-extension, ici, on va avoir plus une composante verticale de mouvement qui va se produire. Alors, c'est plus, on parle souvent d'une espèce de petit mouvement de pivot qui se produit d'une surface convexe sur l'autre et très peu de glissement. Dans l'arthrocinématique, si on parle des articulations latérales, on parle de roulement antérieur ou postérieur avec des petits glissements très minimes en antérieur et en postérieur. Pour ce qui est de la direction du glissement, ça demeure un sujet controversé, pas énormément d'études sur le sujet, mais on pense que lors de la flexion, on a un léger glissement postérieur qui se fait et lors de l'extension, un léger glissement antérieur. Alors, dans le fond, ça suit encore la même règle qu'on retrouve entre l'occiput C1, c'est-à-dire qu'à l'occiput C1, lors de la flexion, on avait un glissement postérieur et lors de l'extension, un glissement antérieur. Pour ce qui est de l'articulation médiane, on sait qu'en flexion, il va y avoir un glissement caudal qui va se faire de l'arc antérieur de C1 le long de la dent. Et en extension, on va avoir un petit glissement crânial qui va se faire de l'arc postérieur de C1 par rapport à la partie antérieure de la dent. Cette translation de l'arc de l'atlas le long de la dent est d'environ de 4 mm selon Oda. Maintenant, il ne devrait y avoir aucun changement de l'espace entre l'atlas et la dent, de l'extension vers la flexion. Alors, ce fameux espace de ADI, l'Atlanto-Dental Interval, il ne devrait pas avoir, encore là, si notre ligament transverse est intact, il ne devrait y avoir aucune augmentation de cet espace. Alors, on peut voir ici, lors de la flexion entre C1 et C2, on va avoir ce petit mouvement de bascule d'une surface convexe sur l'autre, de C1 sur C2, avec un léger glissement postérieur. Alors, ce sont des millimètres. Ce qu'on va retrouver en antérieur, ça va être un glissement de la partie antérieure de l'atlas qui va glisser sur l'odontoïde ou la dent. Et en postérieur, lors de la flexion, on va avoir un léger écartement de l'arc postérieur de C1 par rapport à l'épineuse de C2. Lors de l'extension, le mouvement va être inversé. Alors encore là, on va avoir un petit pivot qui va se faire vers d'une surface une sur l'autre, alors un petit roulement postérieur avec un glissement antérieur qui est minime. Encore là, on voit la partie antérieure de l'arc antérieur de C1 qui glisse en crânial le long de la dent et on va avoir un rapprochement en postérieur de l'arc postérieur de C1 par rapport à l'épineuse de C2. Alors, pour résumer,
Lors de la flexion entre l'atlas et l'axis, on va avoir une rotation antérieure qui va se produire de l'atlas sur l'axis, un léger glissement postérieur et un glissement inférieur à l'articulation médiane, et on retrouvera le contraire en extension, c'est-à-dire une rotation postérieure, un léger glissement antérieur et un glissement supérieur à l'articulation médiane. Les muscles qui produisent la flexion sont le long de la tête, le droit antérieur de la tête. Les facteurs qui peuvent limiter la flexion, la membrane tectoriale, la capsule postérieure et ainsi que la membrane postérieure entre C1 et C2 qui est plus souvent appelé un ligament jaune. Les muscles qui produisent l'extension, qui travaillent tous bilatéralement, encore les petits et les grands droits postérieurs de la tête ou les rectus posterior. On peut avoir là les obliques supérieurs, les splenius, les semi-épineux de la tête. Les facteurs qui peuvent limiter l'extension, il peut y avoir un contact os à os, l'arc postérieur de l'atlas sur l'axis et la membrane tectoriale qui peut venir en tension. Pour ce qui est de l'ostéocinématique de la rotation entre l'atlas et l'axis, la rotation et la flexion latérale se produisent simultanément. On part de 40 à 45 degrés dans une direction. Et certains auteurs vont dire jusqu'à 75 de la rotation totale du cou se passe entre C1 et C2, mais plus souvent, on va voir 50 L'axe est vertical au travers de la dent. Les articulations latérales, on va retrouver lorsqu'on fait une rotation gauche de C1 sur C2, le condyle gauche de l'atlas va glisser en postérieur inférieur et le condyle droit va glisser en antéro-inférieur. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une approximation des os dans l'espace? Ça demeure encore un point que les gens discutent encore, alors c'est vraiment pas clair. Au niveau de l'arthrocinématique, au niveau de l'articulation médiane, on va avoir une translation verticale qui va se produire. Alors, elle est produite par les surfaces biconvexes, mais encore là, elle est non identifiée dans certaines études. Alors, encore point d'interrogation pour cette translation-là. Et il va y avoir un pivot ou un spin qui va se produire à cette articulation-là. Alors, la partie antérieure de l'arc va faire une rotation du même côté que la rotation. Alors, du côté un petit déplacement qui va se faire ipsilatéral à la rotation, tandis que la partie postérieure de cette articulation va bouger dans la direction opposée pour opposer contralatéral à la rotation. Est-ce qu'on a vraiment un déplacement vertical? Encore là, les rapports sont conflictuels. On peut penser que si on regarde la photo de droite, que si on a deux surfaces biconvexes une sur l'autre, que dès qu'on va tourner, qu'il y en a une qui va se déplacer par rapport à l'autre, qu'il va y avoir une descente qui va se faire. Ça a été décrit comme par très peu d'auteurs et encore là, ce sont que des millimètres. Et on semble dire que c'est peut-être modifié, peut-être qu'on pense qu'on a un déplacement, on n'en a pas vraiment un, mais qu'il y a un changement qui se produit au niveau des structures méniscoïdes qui nous donne peut-être l'apparence qu'il y a ce déplacement-là. Les muscles qui produisent la rotation, on va avoir l'oblique inférieur et supérieur de la tête. Encore là, pas beaucoup d'études pour décrire, mais selon la direction des fibres, il semble que ces muscles-là peuvent faire ce travail-là. Les facteurs qui limitent, les ligaments alaires contralatéraux et toujours les capsules articulaires. La flexion latérale entre C1 et C2 est une flexion latérale qui est conjointe. Et ici, on considère que les surfaces articulaires de l'atlas sont des surfaces femelles et qui font un glissement dans la même direction que la flexion latérale. Alors, dans l'exemple qu'on voit ici, lors d'une flexion latérale droite, on va avoir une translation latérale droite de C1 sur C2 qui va se faire et c'est un mouvement qui est minime. On parle d'une amplitude possiblement de 7 à 11 degrés dans une direction. Pour ce qui est des mouvements couplés ou les mouvements conjoints de rotation-flexion latérale, quelques études in vivo ont démontré que la flexion latérale et la rotation sont contralatérales, qu'importe le mouvement initial. Qu'on initie le mouvement avec une flexion latérale en premier, on observe une rotation qui est contralatérale, ou si on débute le mouvement avec une rotation en premier, on va observer une flexion latérale qui est contralatérale. Par contre, il y a aussi quelques études qui ont démontré d'autres mouvements couplés, mais tous étaient des préparations ostéoligamentaires in vitro.
Alors, possiblement, ces études ne sont pas aussi précises que ce qui se passe dans les études in vivo. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'est plus accepté que la flexion latérale et la rotation sont contralatérales en craniovertébrale. Alors, si on regarde ce tableau-ci, lorsqu'on initie le mouvement par la flexion latérale, on peut voir que différents auteurs, la plupart des auteurs, ont noté que la flexion latérale et la rotation sont contralatérales. Il y a seulement Panjabi, seulement une étude, des personnes ont repris exactement cette même étude-là, qui ont mentionné qu'il y avait un mouvement qui était ipsilatéral à l'articulation entre l'occiput et l'atlas. Mais c'est tout, tous les autres auteurs ont mentionné que c'était contralatéral. Lorsque le mouvement initié est par la rotation, on peut voir dans ce tableau que tous les auteurs sont d'accord pour dire que la rotation et la flexion latérale seront contralatérales. Pour résumer, on peut voir sur la photo de gauche que lorsqu'on fait une flexion latérale droite de la tête, ce mouvement est combiné à une translation gauche de l'occiput sur C1 et à une rotation gauche de l'occiput due à l'architecture des surfaces articulaires. La translation gauche de l'occiput sur C1 augmente la tension sur le ligament alaire gauche, ce qui a un effet sur la dent. Alors, avec la flexion latérale droite, on observe une rotation droite de C2 sous C1 et cette rotation droite de C2 cause une rotation gauche relative de C1 sur C2. Le glissement latéral de C1 sur C2 se fait du même côté que la flexion latérale. Si on initie le mouvement avec la rotation gauche de la tête, qui est la rotation conjointe à la flexion latérale droite qu'on vient de décrire, si on regarde les deux diagrammes, on voit qu'ils sont très similaires. La rotation gauche de la tête causera une rotation gauche à l'occiput sur l'atlas sur l'axis et à C2 sur C3. À occiput C1, la rotation gauche sera associée à une flexion latérale droite due à l'architecture des surfaces articulaires. À C2, C3, la rotation gauche est associée à une flexion latérale gauche de C2 sur C3, tout comme dans le reste du rachis cervical moyen. Cette flexion latérale gauche de C2 sur C3 crée une inclinaison de C2 en flexion latérale gauche et la partie droite de C2 glisse en cranial, ce qui cause un genre de fermeture à droite, poussant ainsi C1 en translation droite. Pour ce qui est du petit déplacement latéral qu'on peut observer avec une radiographie la bouche ouverte, on peut mesurer la distance de la dent jusqu'à la masse latérale de chaque côté. On peut voir ici qu'il nous semble que du côté droit, on voit que l'espace est un petit peu plus grand. Et on peut aussi mesurer l'alignement des bords latéraux des articulations entre l'atlas et l'axis. Alors, on voit sur cette image-ci que les bords latéraux nous semblent bien alignés, mais qu'on voit quand même une petite différence de l'espace entre la dent et la masse latérale. Beaucoup de questions se posent à savoir si cette distance qui est diminuée d'un côté par rapport à l'autre, au niveau de entre la dent et la masse latérale, est-ce que c'est une vraie translation latérale ou est-ce que c'est vraiment juste un artefact radiologique? Alors, des études ont démontré que quand on regarde en position neutre, on peut voir dans l'image du milieu que la dent est bien centrée et on voit que l'espace entre la dent et les masses latérales sont aussi égales en position neutre. Et si on regarde du côté latéral, les masses latérales sont bien alignées aussi avec la partie supérieure de ces deux. Maintenant, lorsqu'on fait une rotation droite, on peut voir que le côté droit, encore là, entre la partie supérieure de l'image, qui est vraiment la partie inférieure de C1 qui a été relevée, si on le regarde, l'alignement, on peut voir que, encore là, l'espace entre la dent et la masse latérale à droite semble un peu plus court qu'à gauche. Par contre, d'un point de vue des articulations latérales, on ne voit pas qu'il y a un décalage d'un côté. Et la même chose, on peut dire la même chose de la rotation gauche.
Alors encore là, les études ne sont pas concluantes. Il y a vraiment une translation latérale qui se fait ici entre C1 et C2. Il y a même Giroux, un autre auteur, qui a fait des études des déplacements latéraux chez des sujets normaux et il a observé beaucoup de variations. Alors, il n'a pas vraiment pu conclure si oui ou non il y avait une translation latérale chez les sujets. Alors, c'est ce qui termine cette section sur l'anatomie et la biomécanique de la région crânio-vertébrale.